Vous parviendrez à la faire manger de nouveau, s'il vous plaît, supplia le baron Honoré, et la veuve corpulente fit ce que personne ne voulait faire. Personne d'autre n'en était capable. Le marché de Belle-Pierre sentait le pain frais et le jugement. Marguerite était derrière son étal en bois, arrangeant des tartes que personne n'achèterait. Les gens regardèrent ses marchandises, puis son corps, et passaient leur chemin. Le loyer était dû dans 2 jours. Elle avait besoin de 3000 francs de plus. Veuve depuis 8 mois, elle luttait pour survivre dans une ville qui semblait faite de fumée, jusqu'à ce qu'un homme et une petite fille se frayent un chemin à travers la foule. Et ce qui se passa ce jour-là allait changer 3 vies pour toujours. C'est bon de vous revoir ici. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, soyez la bienvenue. Je tiens à vous souhaiter une bonne année, pleine de paix, de santé et de prospérité dans tous les domaines de votre vie. Je vous suis reconnaissant d'être ici. Laissez vos vœux dans les commentaires afin que tous puissent les lire. Un grand merci à vous. Le marché du samedi à Belle-Pierre était un spectacle de couleurs et de voix. Les marchands criaient leurs prix, les acheteurs marchandaient, les enfants couraient entre les étals dressés sur la place principale. L'odeur de pain frais, mêlée de sucre de canne et de fruits secs, flottait dans l'air du matin. Mais le coin de Marguerite restait silencieux, comme une tombe oubliée. Elle arrangeait ses tartes à la goyave, ses petits gâteaux à la fécule, ses pains à la cannelle, tout fait de ses propres mains depuis l'aube. Le four à bois lui avait brûlé les doigts 3 fois ce matin-là, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait vendre, elle devait manger, elle devait payer le loyer de la petite chaumière où elle vivait seule, depuis que son mari était mort dans un éboulement dans les mines d'or il y a 8 mois. Son bébé était également parti, né trop tôt, avait respiré trop peu, était parti trop vite. Maintenant, Marguerite cuisait et vendait ce qu'elle pouvait, essayant de survivre dans une ville qui la regardait comme si elle était une tache dans le paysage impérial. Les femmes de la haute société détournaient le regard quand elle passait. Les hommes riaient bas dans son dos, les enfants montraient du doigt. Elle connaissait les murmures, elle connaissait les jugements. Elle savait exactement ce qu'ils pensaient chaque fois qu'ils regardèrent son corps large, ses hanches généreuses, son visage rond et coloré. Ce fut alors qu'un mouvement attira son attention. Un homme en frac bleu marine, cravate de soie noire et chapeau de feutre, se frayait un chemin à travers la foule. À ses côtés, une petite fille. Elle devait avoir environ 4 ans. Maigre comme une branche sèche en hiver, sa petite main molle pendait dans celle de son père comme un poids mort. Il s'arrêtait à chaque étal de nourriture, s'accroupissant à côté d'elle, offrant des choses avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire silencieux et désespéré. Marguerite observa alors qu'ils essayaient l'étal du miel. La fillette fixait le rayon de miel doré sans vraiment le voir. Ses yeux étaient là, mais vides. Ils se dirigèrent vers le vendeur de pommes rouges, fraîchement arrivé de la vallée de la Loire. La même persuasion douce du père, la même réponse vide de l'enfant, puis le boulanger de campagne avec ses rêves farcis, puis la vendeuse de fruits secs avec ses dattes et ses figues. Chaque fois le même rituel douloureux. Le père s'agenouillant sur la terre battue, parlant doucement, la fille l'ignorant comme s'il n'était pas là, comme si rien n'était là. 2 dames de la haute société d'Auvergne, avec leurs robes de satin brodé et leurs éventails d'ivoire importés, se tenaient près de l'étal de Marguerite. Elles observaient aussi le spectacle, avec cette curiosité morbide que l'élite réservait au malheur d'autrui. « C'est le baron Honoré de Lambert », murmura l'une d'elles, pas assez bas pour être discrète. La baronne Béatrice est morte il y a 2 mois en couche. Cette petite fille n'a ni mangé ni parlé depuis. On dit que la baronne Béatrice était le joyau de Belle-Pierre, compléta l'autre, s'éventant avec son éventail peint à la main. Fille du vicomte de Fontenay, mariage arrangé par les meilleures familles. Il vient ici toutes les semaines dans l'espoir que quelque chose fonctionne. Rien ne fonctionne. Il a déjà consulté 3 médecins qui sont venus de Paris, 2 guérisseurs de Rocamadour, un abbé de Sainte-Croix-du-Verdon. La fillette dépérit sous ses yeux. Le cœur de Marguerite se serra.
Elle connaissait ce genre de douleur, elle connaissait le désespoir d'essayer de retenir quelqu'un qui s'échappe, vers cet endroit où ni l'amour ni les supplications ne peuvent atteindre. Le baron Honoré était plus proche maintenant. Marguerite pouvait voir sa fatigue gravée sur le visage aristocratique, les cernes profonds comme des blessures violettes, la barbe mal rasée, la chemise de lin blanc froissée sous la coûteuse redingote, les épaules courbées vers l'intérieur, protégeant quelque chose qui était déjà brisé au-delà de toute réparation. Sa fille portait une robe de lin blanc, brodée de petites fleurs, beaucoup trop large maintenant. Elle avait dû être faite quand elle mangeait encore, quand elle souriait encore, quand elle était encore une enfant au lieu d'un petit fantôme. Ses yeux bruns étaient perdus quelque part, loin de ce marché ensoleillé, de ce samedi ordinaire, de cette vie qui continuait autour d'elle, sans sa permission. Ils s'arrêtèrent à l'étal, à côté de celui de Marguerite. Le baron Honoré tenta d'offrir des châtaignes caramélisées, encore chaudes, dans la poêle en cuivre. La fillette ne regarda même pas, ne scia pas. Derrière Marguerite, des voix familières coupèrent le bruit du marché comme des couteaux bien aiguisés. « Toujours à essayer de vendre de la nourriture, Marguerite, » dit l'une des sœurs Lambert, épouse de riches commerçants qui importaient des tissus de Marseille, assez forts pour être entendus par la moitié du marché. « Faites comme ça et vendant des sucreries, c'est comme voir une renarde vendre des poulets. » Le rire qui s'ensuivit était aigu, cruel. Peut-être que si elle mangeait moins de son stock, elle aurait plus à vendre, compléta l'autre sœur. Et toutes deux rirent de ce rire que les femmes riches utilisent comme arme sociale. Marguerite garda les mains fermes sur la table en bois usé, le visage inexpressif comme de la pierre. Elle avait appris au fil de mois douloureux que réagir ne faisait qu'aggraver les choses, que répondre ne faisait qu'alimenter la cruauté d'autrui comme du bois dans un feu. Le baron Honoré et sa fille se dirigèrent vers l'étal de Marguerite. Il ôta son chapeau dans un geste de courtoisie automatique, révélant des cheveux foncés en bataille. « Madame, » dit-il d'une voix rauque, celle de quelqu'un qui a passé des nuits blanches, des nuits interminables, priant pour que le lendemain apporte un changement. « Avez-vous quelque chose de simple, quelque chose qu'un enfant pourrait désirer ?» Marguerite regarda la fillette. Elle la regarda vraiment, avec cette attention qui va au-delà de la surface. Les yeux de l'enfant étaient fixés sur le vide. Sa respiration superficielle et contrôlée. Elle était là, mais elle n'était pas présente dans son corps, absente dans son âme. Marguerite reconnut cela immédiatement. C'était le même endroit où elle-même allait quand la douleur devenait trop grande. Cet espace interne silencieux, où rien ne pouvait la blesser parce que rien ne pouvait l'atteindre. Et ce fut à ce moment que Marguerite prit une décision qui allait tout changer. Mais ce qu'elle fit ensuite laissa le baron Honoré en larmes et la haute société de Belle-Pierre furieuse. Marguerite se baissa et sortit de sous la table un petit paquet de tissus de coton brut. À l'intérieur se trouvaient des sablés au beurre en forme d'étoile. Elle les avait faits ce matin-là, quand ses mains avaient besoin de travailler et son esprit de silence. Ces moments avant l'aube, quand la ville dormait encore et qu'elle pouvait exister sans jugement. C'était la seule chose qu'elle faisait juste pour elle-même, sans penser à vendre, sans calculer de profit. Un petit luxe dans une vie qui n'avait plus de place pour les luxes. Elle s'agenouilla sur le sol poussiéreux du marché, se mettant à la hauteur de la fillette. Les pierres irrégulières lui faisaient mal aux genoux à travers le tissu usé de sa robe, mais elle s'en fichait. La douleur physique était plus facile à supporter que l'autre. « Bonjour », dit Marguerite, doucement, sa voix comme un murmure de soie. « Mon nom est Marguerite. Quel est le vôtre ?» Rien. Pas le moindre mouvement dans les yeux de l'enfant. Pas la moindre reconnaissance que quelqu'un avait parlé. Le baron Honoré fit mine de parler. Il ouvrit la bouche pour expliquer, pour s'excuser pour sa fille, mais Marguerite leva légèrement sa main droite, demandant le silence, sans mots. Il comprit, ferma la bouche, attendit. Marguerite tint un sablé en forme d'étoile entre ses doigts. La pâte dorée brillait à la lumière du soleil matinal. « J'ai fait ceci ce matin », dit-elle comme si elle racontait un secret. « Voudriez-vous le tenir ?» Les yeux de la fillette clignèrent. Un mouvement si petit, si bref,
qu'une autre personne n'aurait peut-être pas remarqué. Mais Marguerite remarqua. Marguerite voyait ce que les autres ne voyaient pas, parce qu'elle-même avait déjà été dans cet endroit sombre. Elle cassa un morceau plus petit que son petit doigt. Juste ce tout petit morceau, juste pour voir si vous aimez. Vous n'avez pas besoin de le manger si vous ne voulez pas. Elle tint le fragment doré près de la bouche de la fillette. Elle ne poussa pas, ne força pas, n'insista pas. Elle attendit simplement avec la patience de qui connaît la douleur et sait qu'elle ne peut être pressée. Le marché entier semblait avoir cessé de respirer. Les conversations diminuèrent, comme des vagues mourant sur la plage. Les vendeurs observaient sans dissimuler. Même les enfants qui couraient entre les étals se figèrent. Les secondes s'étirèrent comme des heures sous le soleil d'Auvergne. 1 seconde, 3, 4, puis les lèvres de la fillette s'ouvrirent. Seulement 1 centimètre, seulement 1 millimètre, juste assez. Marguerite plaça le tout petit morceau de sablé dans cette petite bouche. La fillette mâcha 1 fois, lentement, 2 fois, les muscles de sa mâchoire se mouvant comme s'ils avaient oublié comment faire. Elle avala. Le baron Honoré fit un son comme s'il avait été frappé en pleine poitrine par une balle de mousquet. Ses yeux se remplirent de larmes qui coulèrent librement sur son visage aristocratique sans qu'il fasse le moindre effort pour les cacher. Il couvrit sa bouche de sa main tremblante, tout son corps secoué par des sanglots silencieux. 3 semaines entières, depuis que sa fille avait mangé quoi que ce soit. 3 semaines à la regarder dépérir, disparaître, glisser vers le même endroit sombre, où sa mère était allée et d'où elle n'était pas revenue. Les sœurs Lambert s'approchèrent avec leurs robes de soie, froissant comme des serpents parmi des feuilles sèches. Leurs éventails en nacre, agitant l'air chaud avec une indignation calculée. « Alors, monsieur le baron, vous lui demandez de l'aide, » dit la plus âgée avec mépris. « Êtes-vous si désespéré? Regardez-la bien. Pensez-vous vraiment qu'elle sache quoi que ce soit sur le contrôle des portions? Elle mangera la moitié des sablés avant que votre fille ne reçoive quoi que ce soit. » Marguerite sentit la honte monter le long de son cou comme un feu rampant. Ses joues brûlèrent. Ses mains commencèrent à trembler contre sa volonté. Mais alors le baron Honoré se leva lentement, très lentement, avec la dignité froide de celui qui est né pour commander. Il se tourna pour faire face aux sœurs Lambert avec des yeux qui semblaient faits de glace des montagnes. « Cette femme, dit-il d'une voix basse et coupante, comme une lame affûtée, vient de faire manger ma fille pour la première fois en 3 semaines. » Sa voix était contrôlée, mais il y avait quelque chose de dangereux en elle. Quelque chose qui faisait que les gens autour reculaient instinctivement. Vous nous avez vus passer devant vos étals tous les samedis pendant 1 mois entier, 30 jours, 4 semaines. Aucune de vous n'a essayé d'aider. Pas un mot gentil, pas un geste de compassion, pas même un regard de pitié pour une enfant mourant de faim sous vos yeux. Les sourires des sœurs Lambert vacillèrent comme des bougies au vent. Puis il continua. « À moins que vous n'ayez quelque chose de vraiment utile à offrir, occupez-vous de vos propres vies et laissez-nous en paix. » Il se retourna vers Marguerite, tournant le dos aux dames de la haute société. Une insulte délibérée, publique et dévastatrice dans le code social de la France impériale. Un baron ne tournait le dos à personne. C'était une déclaration, un choix. Le marché entier en fut témoin. Le marché entier fut dans un silence absolu. Le baron Honoré s'accroupit de nouveau à côté de Marguerite, ses genoux touchant la terre sale sans hésitation. « Madame, parviendrez-vous à la faire manger de nouveau, s'il vous plaît ?» Sa voix se brisa comme du verre qui tombe. « J'ai tout essayé dans ce monde et dans l'autre. Des médecins formés à Montpellier qui ont facturé des fortunes. Des remèdes importés de Marseille dans des flacons bleus. Des guérisseurs venus de Rocamadour avec leurs prières et leurs herbes. Des prières avec l'évêque à la cathédrale, des promesses à tous les saints. Rien ne fonctionne, absolument rien. Mais vous, madame, elle vous a répondu en 5 minutes. » Marguerite regarda la petite fille qui venait de prendre une bouchée, une seule bouchée qui semblait un miracle. « Je peux essayer, » dit Marguerite doucement. « Je ne peux rien promettre d'autre que d'essayer. »« C'est plus que n'importe qui d'autre n'a offert, » dit le baron.
et il y avait une pure gratitude dans sa voix. Plus que tous les docteurs et les abbés réunis, le baron Honoré sortit une petite bourse de cuir de sa redingote. « Je vais acheter tout ce que vous avez ici. Tout. » Il commença à poser des pièces d'or sur la table. « Et si vous pouviez venir à ma ferme demain, je vous paierai généreusement pour votre temps. » Les mains de Marguerite tremblèrent en voyant ces pièces. « Assez d'or pour 3 mois de loyer. Ce n'est pas nécessaire, baron. C'est pour moi, insista-t-il, pressant plus de pièces dans sa paume. Plus que ces marchandises ne valaient, beaucoup plus que quiconque ne paierait. Ma ferme est à 2 lieues au nord de Belle-Pierre. Après l'ancien moulin à eau abandonné, grand portail en fer forgé avec une glycine violette en fleurs à l'entrée. Pouvez-vous venir demain matin au lever du soleil ? Marguerite regarda la fillette, le visage désespéré du baron Honoré, les pièces d'or qui signifiaient la survie, la dignité, un avenir qu'elle avait cru perdu pour toujours. « Demain matin, » murmura-t-elle, au lever du soleil. Et Marguerite n'avait aucune idée que cette décision changerait non seulement la vie de cet enfant, mais son propre destin pour toujours. Marguerite arriva à la ferme du baron Honoré, alors que la brume matinale montait encore des champs comme des fantômes blancs dansant. Le portail en fer était imposant, décoré d'arabesques élaborées qui devaient avoir coûté plus d'argent qu'elle n'en verrait de toute sa vie. La glycine violette à côté était en pleine floraison, ses pétales lilas couvrant le sol comme un tapis impérial. Au-delà, un chemin de terre rouge, cette terre d'Auvergne qui colle aux bottes et marque tout ce qu'elle touche, menait à une grande maison qui semblait solide, mais fatiguée. Murs blancs écaillés, fenêtres avec des persiennes qui avaient besoin de peinture, un jardin qui avait été beau et qui maintenant poussait à l'état sauvage. Le baron Honoré attendait sur la large véranda, Élisabeth, à ses côtés comme une poupée de chiffon sans vie. Il descendit rapidement les marches et aida Marguerite à descendre de la charrette empruntée. Ses mains étaient calleuses, rugueuses par le travail réel, pas des mains d'aristocrate gâtés, des mains qui connaissaient la terre, les outils, l'effort. « Merci d'être venu, » dit-il, et il y avait une sincérité absolue dans sa voix. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » Élisabeth observait Marguerite avec ses mêmes yeux silencieux et distants d'hier, comme si elle regardait à travers elle vers quelque chose que seule elle pouvait voir. La maison à l'intérieur était propre mais vide d'âme, assiettes lavées, empilées n'importe comment dans les placards, planchers balayés, mais avec de la poussière accumulée dans les coins oubliés, beaux meubles en acajou, couverts de draps blancs comme des linceuls, portraits de famille tournés vers le mur. Le baron ne supportait pas de regarder le passé. Rideaux lourds, fermés bloquant la lumière, tout juste maintenus pour fonctionner, rien de plus. Comme si la maison avait oublié comment être un foyer et était devenue juste un abri contre le monde. Le baron montra à Marguerite la cuisine spacieuse avec son immense cuisinière en fer. « Je ne sais pas ce qu'elle mangera, » dit-il, gesticulant impuissant vers la despense bien approvisionnée. Farine de blé, sucre roux, sucre de canne, haricots, riz, lard fumé. Elle aimait les œufs brouillés à la tomate. Maintenant, elle n'y touche plus. Elle mangeait du porridge d'avoine tous les matins en demandant encore. Maintenant, elle crache. Elle volait des sablés quand elle pensait que personne ne regardait. Sa voix s'étrangla. Maintenant, elle ne veut rien. Marguerite regarda Élisabeth, immobile dans l'encadrement de la porte de la cuisine. La main de la fillette était appuyée contre le montant en bois, comme si elle avait besoin de quelque chose de solide pour se retenir, comme si, sans ce soutien, elle pouvait simplement flotter au loin. « Que faisait la baronne ?» demanda Marguerite doucement, se doutant déjà de la réponse. Le visage du baron Honoré se tendit comme une corde raide. Ses mains se serrèrent en pointe blanc. « Des crêpes, dit-il, le mot sortant avec difficulté. Tous les dimanches après la messe, Élisabeth se tenait sur un tabouret à ses côtés, aidant à mélanger la pâte. Elle chantait en cuisinant. « Montrez-moi où sont les choses, » dit Marguerite simplement. Pendant l'heure suivante, Marguerite travailla en silence, tandis que le baron observait depuis la porte, osant à peine respirer. Elle fit des choses simples, élémentaires.
du pain moelleux coupé en tranches épaisses, du beurre frais qu'elle avait elle-même apporté de belles pierres, battu la veille, du miel doré dans un bol de porcelaine blanche. Elle n'appela pas Élisabeth, n'exigea pas d'attention, ne força pas la proximité. Elle cuisinait simplement et fredonnait doucement ces vieilles chansons d'Auvergne que sa propre mère chantait, des chansons sur les rivières, les montagnes, les amours perdus et retrouvés. Élisabeth s'approcha lentement, si lentement qu'elle semblait à peine bouger. Un pas, une longue pause, un autre pas comme s'approchant d'un chevreuil qui peut fuir à tout moment. Quand Marguerite eut tout prêt sur la table en bois usé, Élisabeth était juste à côté d'elle, si près que Marguerite pouvait entendre sa respiration fine et contrôlée. Marguerite s'assit sans cérémonie, déchira un petit morceau de pain avec ses mains, le trempa dans le miel doré, le mangea elle-même avec un plaisir évident. « Bon miel », dit-elle à personne en particulier, se parlant à elle-même. « Doux, mais pas trop sucré, juste la bonne douceur. » Elle déchira un autre morceau, le plaça sur une assiette en porcelaine peinte de fleurs bleues devant la chaise vide à côté d'elle. Elle ne dit rien. Elle ne regarda pas Élisabeth, elle le laissa simplement là comme une offrande à un esprit timide. Les yeux d'Élisabeth se déplacèrent du pain vers le visage de Marguerite, du pain à nouveau, vers les mains de Marguerite, vers le miel, vers le pain de nouveau. « Vous pouvez vous asseoir si vous voulez », dit Marguerite doucement, toujours sans regarder directement la fillette. « Je vais rester debout, peu importe, il n'y a pas de règle ici. » Élisabeth tira la chaise doucement, faisant un bruit de bois contre pierre. Elle s'assit sur le bord comme si elle était prête à fuir à tout moment. Marguerite continua à manger son propre pain, continua à fredonner doucement, garda le moment complètement normal, ordinaire, sûr. 3 minutes passèrent, marquées seulement par le tic-tac de l'horloge murale dans la pièce voisine. 4 minutes, 5, puis la petite main d'Élisabeth s'étendit, tremblante, prit le pain, le porta lentement à sa bouche, comme pour tester si c'était réel. Une petite bouchée, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surprise que la nourriture ait encore du goût, que son corps sache encore quoi faire. Le baron Honoré, figé dans l'encadrement de la porte de la cuisine, fit un son étouffé de pleurs retenus. Sa main couvrit sa bouche. Des larmes coulèrent silencieuses. Élisabeth prit une autre bouchée, puis une autre. Marguerite continua à manger sa propre nourriture, continua à fredonner cette chanson sur une rivière qui coule vers la mer, garda tout délibérément non dramatique. Quand Élisabeth eut fini le morceau de pain, Marguerite en déchira un autre sans faire d'histoire, le plaça dans l'assiette. Élisabeth le mangea aussi, un peu plus vite cette fois. Après qu'Élisabeth eut mangé 4 morceaux, plus que ce qu'elle avait mangé en 3 semaines entières, le baron le confirmerait plus tard d'une voix brisée. Elle s'éloigna de la table sans prévenir, marcha jusqu'au coin de la cuisine, où un châle de dentelle usée pendait sur une chaise à bascule. Elle le prit avec révérence, le tint contre son visage, inhalant profondément, comme cherchant une odeur qui n'était plus là. C'était celui de sa mère, dit le baron doucement, sa voix rauque. La baronne Béatrice le portait tous les jours. Élisabeth le porte partout depuis que nous l'avons perdu. Marguerite la regarda en silence. Elle n'offrit pas de mots vides de consolation. Elle n'essaya pas d'expliquer ou de réparer. Elle fut simplement témoin de la douleur. Élisabeth resta là, tenant le châle, pendant de longues minutes, et Marguerite pouvait tout voir clairement maintenant. La douleur assise sur les épaules de cet enfant comme un poids physique, visible, réel, la façon dont elle se mouvait avec précaution, comme si tout mouvement soudain ou brusque pouvait briser complètement ce qui restait de son monde, déjà brisé. Marguerite connaissait intimement ce sentiment, elle l'avait déjà vécu. Et ce fut à ce moment que Marguerite comprit. Elle n'était pas là seulement pour faire manger une enfant. Elle était là pour apprendre à une âme perdue à vouloir vivre de nouveau. Les jours suivants créèrent un rythme silencieux et sacré. Marguerite arrivait tous les matins quand le soleil était encore bas et doré sur les monts d'Auvergne. Elle faisait des repas simples, du pain frais, des soupes avec des légumes du potager abandonné, des sablés qui sentaient l'enfance.
Elle s'asseyait avec Élisabeth à la table en bois. Elle ne la pressait jamais, n'exigeait jamais. Elle créait simplement un espace où une enfant en deuil pouvait exister sans poids, sans attente, sans l'obligation étouffante d'aller bien. Élisabeth mangeait un peu plus chaque jour, pas beaucoup, mais suffisamment pour que ses joues commencent à perdre cette apparence décharnée, suffisamment pour que ses yeux soient un peu moins distants. Le 4e jour, alors que Marguerite pétrissait la pâte à pain sur la grande table de la cuisine, Élisabeth parla. « Vous sentez le pain » dit-elle doucement, sa voix comme une feuille sèche traînée par le vent. Marguerite sourit sans s'arrêter de pétrir, gardant tout naturel. « Je cuis beaucoup. L'odeur doit probablement habiter mes vêtements maintenant. Elle ne part même pas au lavage. Non, maman sentait la lavande, dit Élisabeth, et il y avait quelque chose de douloureux dans ce temps passé. C'est une odeur charmante. Ma mère aimait aussi la lavande. Élisabeth resta silencieuse un long moment, observant simplement les mains de Marguerite travaillant la pâte. « Je ne me souviens plus de l'odeur, avoua-t-elle finalement. J'essaie très fort, je ferme les yeux et j'essaie, mais je n'y arrive pas. » Les mains de Marguerite s'arrêtèrent sur la pâte. Elle regarda la fillette avec une profonde compréhension. « Cela arrive parfois, ma chère. Nos nez oublient plus vite que nos cœurs. Cela ne signifie pas que vous oubliez votre maman. Cela signifie simplement que le souvenir habite ailleurs. Maintenant, je vais tout oublier d'elle. » La voix d'Élisabeth était petite, effrayée. « Non, dit Marguerite avec une certitude absolue. Les choses importantes restent pour toujours. La façon dont elle vous aimait, la façon dont elle vous faisait sentir en sécurité, le son de son rire, les histoires qu'elle racontait, ces choses ne disparaissent jamais. Elles habitent ici. » Elle toucha légèrement la poitrine d'Élisabeth. Juste ici, à l'intérieur. Élisabeth considéra cela avec la gravité d'un enfant. « Vous vous souvenez de votre maman ? Certaines choses. Elle est morte quand j'étais très jeune, plus jeune que vous. Je me souviens surtout de ses mains, comme elles étaient douces quand elle tressait mes cheveux. Elle chantait en tressant des chansons sur les petits oiseaux. Ma maman tressait aussi mes cheveux, dit Élisabeth, et quelque chose s'illumina brièvement dans ses yeux, tous les dimanches avant la messe. Voulez-vous que je tresse les vôtres ? Élisabeth hocha la tête, un mouvement petit, mais définitif. Cet après-midi-là, Marguerite tressa les cheveux bruns d'Élisabeth, tandis que la fillette était assise parfaitement immobile sur la chaise à bascule qui avait été celle de sa mère. Quand Marguerite eut terminé les 2 tresses épaisses, Élisabeth courut se regarder dans le petit miroir à cadre doré près de la vasque en faïence. Elle toucha les tresses avec précaution du bout des doigts. « Elles sont jolies, dit-elle. Votre maman vous a bien appris. Je vous aide juste à vous souvenir comme il est bon d'avoir quelqu'un qui prend soin de vous. » Le 10e jour, Élisabeth demanda à aider à faire des sablés. Marguerite lui donna des tâches simples, adaptées à de petites mains. Remuer la pâte avec une cuillère en bois, saupoudrer de farine sur la table, découper des formes avec des emporte-pièces en métal, des étoiles, des lunes, des cœurs. Les petites mains d'Élisabeth se mouvaient avec précaution, avec une concentration intense, comme si le travail l'importait profondément. « Maman me laissait parfois aider, » dit Élisabeth en appuyant un emporte-pièce en forme d'étoile dans la pâte. « Je n'étais pas très douée. Je renversais de la farine par terre, cassais des œufs de travers, faisais beaucoup de dégâts. » Marguerite rit doucement. « Tous les boulangers font du désordre, ma chère. C'est une partie du processus. C'est comme ça qu'on apprend. Ma mère disait qu'une cuisine trop propre signifie que personne ne cuisine vraiment. » Quand les sablés sortirent du four en fer, dorés et parfumés, Élisabeth en mangea 3 sans que personne ne lui demande. Elle mangea lentement, savourant, faisant attention. Le baron Honoré observait depuis la porte, respirant à peine, comme témoin d'un miracle fragile qui pouvait se briser s'il faisait un faux mouvement. Cette nuit-là, après qu'Élisabeth fut allée dormir, serrant le châle de sa mère, le baron trouva Marguerite nettoyant la cuisine à la lumière des bougies. Il resta immobile dans l'encadrement de la porte un long moment avant de parler. « Restez, dit-il finalement. » Le mot sortit difficilement, lourd de sens. Marguerite leva les yeux des assiettes qu'elle lavait dans la grande bassine.
Comment ça, baron? Restez ici à la ferme, pas seulement en visite le jour, aussi longtemps que nécessaire. Il entra dans la cuisine, ses bottes faisant un bruit lourd sur les dalles de pierre. Je vous donnerai la chambre d'amis, avec vue sur le jardin. Je paierai des salaires justes, plus que justes, ce dont vous avez besoin. Baron, commença-t-elle, mais il leva la main. Elle est en train de guérir, dit-il, et sa voix était pleine de quelque chose qui ressemblait à un mélange de désespoir et d'espoir, à cause de vous. Chaque jour, elle est un peu plus elle-même. Chaque jour, elle mange plus, parle plus, sourit presque, vit plus. Je ne peux pas. Il s'arrêta, déglutit avec une difficulté visible. Je ne peux pas perdre ce progrès. Je ne peux pas la perdre de nouveau. Je ne peux pas la regarder disparaître. Encore une fois, Marguerite sécha ses mains lentement sur le tablier mouillé. Que diront les gens? Une femme célibataire vivant à la ferme de monsieur. Les voisins parleront. Toute la ville parlera. Je m'en fiche, dit-il avec fermeté. La ville jugera. Ils jugent toujours. Qu'ils parlent, dit-il avec amertume. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Le baron s'approcha et Marguerite pouvait voir la douleur crue sur son visage à la lumière tremblante des bougies. Ma femme est morte parce que cette ville a décidé que je ne valais pas la peine d'être aidé. Ils l'ont regardé souffrir pendant des heures interminables et ont refusé d'envoyer la sage-femme, la seule expérimentée dans un rayon de 10 lieues, parce que des mois auparavant, j'avais défendu publiquement le nouveau curé, quand l'élite voulait l'expulser pour avoir prêché sur la justice pour les pauvres. Leurs opinions, leurs jugements mesquins m'ont déjà tout coûté une fois. Je ne vais pas les laisser me coûter ma fille aussi. Marguerite le regarda. Elle le regarda vraiment. Elle vit le désespoir là, la peur paralysante, la protection féroce d'un père qui avait déjà trop perdu et ne supporterait pas d'en perdre plus. 2 semaines, dit-elle finalement, testant. Je reste 2 semaines, je vois comment elle va, je vois si j'aide vraiment. 1 mois, contreoffrit le baron, s'il vous plaît, 1 mois entier. Si après 1 mois vous voulez partir, je ne vous en empêcherai pas. Mais donnez-moi ce temps pour voir ma fille vraiment s'améliorer. Marguerite hésita, sentant le poids de la décision. Finalement, elle l'accepta. 1 mois alors. Le soupir du baron fut tremblant de soulagement. Merci, dit-il. Et il y avait tant de gratitude dans sa voix que Marguerite sentit son cœur se serrer. Un grand merci. Il sortit rapidement de la cuisine avant qu'elle ne puisse changer d'avis, laissant Marguerite seule avec ses doutes et ses peurs. Mais ce que Marguerite ne savait pas, c'est que ce mois allait tout changer et que la guerre que la haute société de Belle-Pierre était sur le point de lui livrer testerait non seulement son courage, mais le cœur même d'un baron qui avait déjà tout perdu. Les semaines se transformèrent en mois, avec la vitesse silencieuse des saisons en Auvergne. Marguerite était restée. La chambre d'amis avec vue sur le jardin était devenue sa chambre. Ses vêtements pendaient dans l'armoire en acajou. Ses chaussures reposaient près de la porte. Ses livres de recettes occupaient de la place dans la cuisine. La ferme s'était éveillée comme une plante, après une longue sécheresse. Le jardin fleurissait de nouveau avec des choux, des courges et des courgettes. Les poules picoraient grasses et satisfaites. Les clôtures étaient réparées. La maison, cette maison qui avait ressemblé à un mausolée, sentait maintenant le pain frais tous les matins, la soupe mijotant à midi, la vie qui s'y passait. Élisabeth mangeait 3 repas complets par jour. Ses joues avaient une couleur rose saine. Ses yeux brillaient d'une curiosité retrouvée. Elle parlait, posait des questions, riait, ce rire cristallin d'enfant que le baron Honoré avait cru ne jamais plus entendre. Elle portait encore le châle de sa mère, certains jours difficiles, mais ne vivait plus agrippée à lui comme une planche de salut dans une mer agitée. La douleur n'avait pas disparu. Une douleur pareille ne disparaît jamais complètement, mais elle avait appris à vivre avec. Elle avait appris qu'il était possible de ressentir le manque et la joie en même temps, qu'aimer ceux qui étaient partis et aimer ceux qui restaient n'étaient pas des choses qui s'excluaient. La ville continuait de parler. Les dames de la haute société chuchotaient aux messes dominicales. Les hommes faisaient des blagues dans les bars enfumés, mais leurs mots avaient perdu le pouvoir de blesser.
Parce que là, à l'intérieur de cette ferme entourée de montagnes anciennes, existait quelque chose de plus fort que le jugement. Existait la famille. Décembre arriva, apportant les pluies de l'après-midi et cette chaleur humide typique de l'été auvergnat. La veille du Nouvel An se leva clair et doré. Marguerite se réveilla tôt, comme toujours, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui marquait exactement 6 mois depuis ce samedi au marché. 6 mois depuis qu'une fillette affamée avait accepté un tout petit morceau de sablé. 6 mois depuis que tout avait changé, elle prépara la maison pour le simple souper qu'elle avait planifié. Nappe blanche, lavée et repassée, couvrant la grande table de la salle à manger qui était restée couverte de draps pendant si longtemps. Bougies de cire d'abeille, bougeoir d'argent hérité, assiette de porcelaine peinte de fleurs qui avait appartenu à la grand-mère du baron, couverts polis jusqu'à briller. Élisabeth avait aidé tout l'après-midi, ses petites mains arrangeant les serviettes, comptant les couverts, organisant des fleurs sauvages cueillies dans le champ dans un pot en terre. Le souper fut simple, mais copieux. Pain fait maison encore chaud, parfumant l'air. Soupe épaisse de haricots avec lard et choux. Poulet rôti au romarin cueilli du potager. Un plat de légumes racines rôtis dorés. Riz blanc léger. Et pour dessert, la confiture de lait que Marguerite avait faite, remuée pendant des heures dans la marmite en cuivre, et des sablés en forme d'étoiles, toujours des étoiles, parce que c'était une étoile qui avait tout commencé. Ils s'assirent tous les trois à table quand la cloche de l'église lointaine sonna 6 heures du soir. La lumière du crépuscule entrait par les fenêtres ouvertes, dorée et douce. Le baron Honoré à la tête de table, Élisabeth à sa droite, Marguerite à sa gauche, comme une famille, comme cela aurait toujours dû être. « Avant que nous mangions, dit le baron, sa voix solennelle mais chaleureuse, je veux dire quelque chose. » Il regarda Marguerite, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas nommer complètement. De la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus permanent. Il y a 6 mois, j'étais un homme perdu, regardant ma fille disparaître sans pouvoir rien faire. Les médecins avaient abandonné. Les abbés n'offraient que des prières vides. J'étais seul dans l'obscurité, pensant que je perdrais tout ce qui restait de bon dans le monde. Élisabeth serra la main de son père, écoutant attentivement. Alors apparut une femme que toute la ville méprisait. Le baron continua, et elle fit ce que personne d'autre ne réussit. Non pas avec des remèdes coûteux, non pas avec des prières latines, mais avec patience, bonté et des sablés en forme d'étoiles. Il sourit, et c'était un sourire authentique, complet. Elle nous a rendu la vie, a rendu l'espoir, a rendu la joie dans cette maison. Le baron se leva, marcha jusqu'à la petite secrétaire en acajou dans le coin de la pièce, revint avec un papier officiel, avec un seau de cire. Il le tendit à Marguerite de main ferme. « Ceci est l'acte de propriété de cette ferme, dit-il calmement. Je l'ai divisé en 3 parts égales. 1 tiers pour Élisabeth, 1 tiers pour moi et 1 tiers pour vous, Marguerite, parce que vous êtes de la famille, parce que c'est votre maison autant que la nôtre. » Marguerite regarda le document, son propre nom écrit à l'encre noire et calligraphié. Des larmes coulèrent sans contrôle. « Baron, je ne peux pas accepter cela. Vous l'avez déjà accepté, dit-il gentiment. C'est enregistré chez le notaire depuis avant-hier, légal et permanent. Vous avez votre place ici. Vous avez toujours eu votre place ici. » Marguerite couvrit son visage de ses mains, sanglotant ses larmes de celle qui avait porté la honte si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était d'être considérée comme digne. Élisabeth glissa de sa chaise, courut vers Marguerite, enroula ses petits bras minces autour d'elle. « Ne pleure pas, tante Marguerite, » murmura-t-elle. « Ici, tu es chez toi. Ici, nous t'aimons. » Ils mangèrent lentement, savourant chaque bouchée. Parlant de leur projet pour le Nouvel An, Élisabeth voulait planter des fleurs au printemps. Le baron parlait de réparer le toit de la grange. Marguerite rêvait d'agrandir le potager. Des plans simples de gens simples, construisant une vie ordinaire et précieuse. Quand la cloche de l'église lointaine sonna minuit dans les montagnes, annonçant l'année 1854, les 3 étaient sur la véranda, regardant les étoiles infinies du ciel auvergnat.
Des feux d'artifice brillaient faiblement en direction de Belle-Pierre, la ville qui les avait jugés, qui les avait condamnés, qui avait essayé de les détruire et avait échoué. Le baron Honoré tint la main de Marguerite pour la première fois, non pas avec urgence, non pas avec désespoir, mais avec cette fermeté tranquille de celui qui choisit, de celui qui sait, de celui qui demeure. « Bonne année, Marguerite », dit-il doucement. « Que ce soit le premier de beaucoup ensemble. » Élisabeth, entre les deux, tenant une main de chacun, leva les yeux vers les étoiles et sourit de ce sourire complet qui illumine tout le visage. « On peut faire des crêpes demain ?» demanda-t-elle. « Comme maman faisait, comme je lui ai appris à faire. » Elle regarda Marguerite avec un amour qui ne rivalise pas, qui ne remplace pas, qui s'ajoute simplement. « On peut ?» dit Marguerite, sa voix ferme et claire. « On les fera ensemble, toi, moi et ton père. » Et à l'intérieur de la maison derrière eux, des bougies allumées brillaient aux fenêtres. La table toujours mise gardait les restes du souper partagé. L'odeur de pain et de confiture de lait parfumait l'air tiède de la nuit. La ferme dormait en paix pour la première fois depuis des années, et Marguerite, la femme que la ville avait appelée indigne, resta là sous les étoiles, tenant la main d'un baron et l'amour d'une enfant, sachant enfin, avec une certitude absolue et inébranlable, qu'elle avait sa place, qu'elle était aimée, qu'elle avait trouvé non seulement un but, mais un foyer construit non avec de l'or ou des titres nobiliaires, mais avec des sablés en forme d'étoiles, une patience infinie et le courage d'aimer. Quand le monde entier disait que l'on ne devait pas. Et cela, au final, valait plus que toute la fortune de l'Empire. Ce fut l'histoire de Marguerite, du baron Honoré et de la petite Élisabeth. 3 âmes brisées qui se sont rencontrées et se sont réparées mutuellement, prouvant que la famille n'est pas seulement le sang, mais un choix, la bonté et des sablés partagés lors de matins dorés en Auvergne. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire. J'aime connaître votre opinion et regardez, une vidéo apparaît sur votre écran. Cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté.